Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes ravis de passer un moment avec Julien Devorex. Je suis certain que ce nom vous dit quelque chose. Julien est le créateur du podcast qu'on adore avec Lucie, podcast Sismique, dont la tagline est « Le monde change et on n'y comprend rien ». C'est aussi le titre du livre que tu viens de sortir aux éditions First Edition. Avec ton podcast et maintenant ton livre, tu décryptes les enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain en t'appuyant sur les discours des plus grands experts. Économie, écologie, philosophie, géopolitique, spiritualité, bref, tous les sujets y passent. Tu n'oublies rien, tu explores le jeu de la vie, tu nous invites à plonger et à regarder ce qu'il se passe sous l'iceberg. Julien, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la main. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Merci de m'accueillir. Qui je suis, d'où je viens. Alors je vais commencer par une petite bifurcation, une petite esquive dont j'ai le secret, parce que c'est à essayer de décortiquer les questions. En fait, je trouve ça hyper dur de définir ça. Et une remarque que je me fais toujours, c'est que on est juste capable de raconter une histoire qui, à un moment T, pour répondre à cette question, hormis donner son nom, ce que je vais faire après, dire où on est né, mais c'est toujours une histoire qu'on s'invente en fait, et qui est faite de morceaux de souvenirs qu'on choisit de faire remonter, qu'on a choisi de mettre dans notre histoire pour nous définir et pour apporter une certaine cohérence à qui on est et à pourquoi on est où on est et pourquoi on a fait ces choix-là. Et quelque chose que j'ai appris récemment, c'est que le cerveau a besoin de ça pour fonctionner, parce qu'on a besoin de tout simplifier, on a besoin de simplifier le monde autour de nous, et on a besoin de de simplifier ce qui nous arrive et de choisir des souvenirs, de manière souvent d'ailleurs inconsciente, pour se définir, pour se dire, moi je suis comme ça, je suis cette personne-là, voilà mes croyances, voilà mon caractère. On entend souvent dire, d'ailleurs, moi je suis cette personne-là, c'est comme ça, j'aime ça ou j'aime pas ça, etc. Et en fait, c'est intéressant déjà de se rendre compte que à chaque fois, c'est tout un mécanisme qui s'est mis en place, qui fait que c'est la mémoire qui nous permet en fait de nous définir. C'est ces souvenirs qui nous permettent de nous définir. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, je vais quand même répondre à la question. Mais donc, l'histoire que je me raconte et que je raconte pour d'où je viens et qui je suis, c'est donc je suis mon prénom c'est Julien, j'en ai qu'un, Julien Devorex. Je suis né en banlieue parisienne, dans l'Essonne, et puis j'ai grandi dans une famille française, tout ce qu'il y a de plus normal, voilà, classe moyenne. Petit pavillon de banlieue, ma mère était institutrice et mon père cadre, dirigeant, école supérieure, il a fait Supélec, enfin là, ingénieur, tous ces trucs-là, et puis il a fait tout un cadre chez Thales pour aller dans le détail, dans l'aviation, enfin dans l'avionique. Et j'ai un grand frère qui s'appelle Rodolphe, et donc voilà, j'ai grandi de manière tout à fait paisible, sans aucun souci, dans un milieu entouré de pas mal de livres, avec beaucoup de curiosité. Donc ça, c'est défini pas mal l'enfance. Je faisais beaucoup de sport aussi, ça fait partie des choses qui définissent. Et puis ensuite, j'ai fait, on pourra y revenir, hein, mais j'ai fait un parcours, j'étais bon élève, j'ai fait une école de commerce à Reims, et puis après avoir coché le parcours de la prépa classique, pareil, etc.
Et après, j'ai travaillé dans l'industrie du luxe, dans le marketing et dans le digital pendant 15 ans. Et voilà, ça c'est pour le métier, jusqu'à ce que je bifurque et que je fasse autre chose de ce que je fais aujourd'hui. Et ce qui me définit pas mal aussi, c'est le fait que j'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai vécu pendant 1 an au Brésil quand j'avais 23 ans pour mes études. J'ai voyager autant que possible, puisque j'étais très curieux du monde et je voulais vraiment découvrir plusieurs pays. Donc ça a pas mal défini notamment mes 20 dernières années. Et puis j'ai vécu une première fois à Hong Kong pendant 5 ans et une deuxième fois plus récemment, j'y suis revenu pendant 1 an et demi. Et maintenant je vis à Lisbonne. Donc c'est aussi ça me définit, cette volonté d'ouverture sur le monde que j'ai eu assez tôt. Je sais pas vraiment comment. C'est une espèce de. Je me souviens la première fois que j'étais arrivé au Brésil pour mes études, je me suis vraiment fait. C'était la première fois que j'allais loin et dans un pays tropical où c'était vraiment enfin je suis là, enfin je suis loin, enfin je suis un peu dans l'inconnu. Enfin j'ai chaud et c'est humide et il y avait vraiment un truc qui m'a pris, qui me dit limite je suis d'ici, je suis de. Enfin, c'était très fort. Et voilà, donc ça, c'est l'histoire que je me raconte. Et puis, il y a plein d'autres paramètres, évidemment, qui viennent définir mes croyances, mes goûts, mes comportements, mes peurs, etc. Qu'est-ce qui t'amène dans le monde du luxe, post-école de commerce ? Le hasard total. C'est très rigolo quand j'y repense, comment 15 ans de carrière peuvent être définis par mon premier stage, en fait. La manière dont je m'en souviens, c'est vraiment que je devais rapidement, j'avais pas de logement à Paris, donc je devais très rapidement trouver un stage pour pouvoir avoir un logement. Et donc j'ai postulé à peu près partout. Et le premier stage que j'ai trouvé, c'était chez Christian Dior, dans l'équipe Internet à l'époque. Et je me suis dit, bon, ok, moi, ça a l'air pas mal. Il paye bien pour un stage. C'est Internet, ça a l'air porteur ce truc-là aussi. Bon, c'est Dior, c'est pas trop mon univers, mais c'est dans le centre de Paris, allez go. J'ai besoin d'un truc. Et en fait, ce premier stage a défini les opportunités que j'ai pu avoir derrière pour mon premier travail. Enfin, j'avais commencé, c'est pas tout à fait vrai, j'avais commencé au Club Med pendant 1 an, donc c'est pas vraiment en lien, mais celui qui a lancé ma carrière, c'est que mon deuxième job au bout d'1 an chez Chanel, parce que j'avais fait ce stage chez Dior avant, donc je suis rentré dans l'équipe internet digitale de Chanel, notamment grâce à cette expérience. Et puis après, j'ai fait à peu près toutes les boîtes de luxe, on pourra y revenir, mais j'ai fait donc 3 ans chez Chanel, après je suis passé chez Publicis pour gérer des clients de luxe, puis dans les médias, puis après je suis allé chez Burberry à Hong Kong. Et puis après, j'ai LVMH à Paris. Voilà, j'ai à peu près tout fait. Et c'était finalement un univers dans lequel je me suis jamais senti à ma place. Mais finalement, c'était pas si désagréable que ça. Parce que déjà, c'est un milieu en termes de conditions de travail qui est très privilégié, puisqu'on est tout est beau, on est dans Paris, on travaille avec des beaux matériaux. Moi, je faisais du marketing où il y a des très belles images, il y a des belles histoires à raconter, parce que c'est mieux que de vendre des yaourts, je trouvais ça plus sympa. Et puis, il y a des moyens de travailler, il y a des budgets quand on veut faire de la publicité, les gens sont plutôt polis, sympas. J'avais un peu peur de ça en arrivant juste chez Chanel, je me disais, mais dans quoi je vais mettre les pieds ? Et puis j'avais beaucoup de femmes autour de moi, ce qui n'était pas désagréable non plus pour moi. Et bonne ambiance, donc j'ai bien aimé, pour opportunité d'aller à l'étranger. Et puis voilà. Et donc intellectuellement, il y avait plein de choses intéressantes à faire. Et ce décalage aussi me donnait, c'était pas désagréable parce que ça me faisait que je prenais pas trop les choses au sérieux aussi. Je me disais en fait, on est juste en train de vendre des trucs qui servent à rien, donc ok, autant. C'est pas grave si ça marche pas, y a pas d'enjeu derrière, donc c'était assez détente finalement. Ok, et donc c'est là que c'est ce qui t'amène à Hong Kong, à passer 5 ans à Hong Kong. Voilà, enfin c'est ce qui m'amène. C'est le choix. Partir à Hong Kong, c'était vraiment un choix. En revenant du Brésil, donc pour finir mes études en France, je me suis dit que je voulais tout de suite repartir. J'ai essayé de repartir au Brésil, j'ai pas réussi. J'ai commencé ma carrière en France, à Paris, et très vite en fait, je me suis dit mais je veux pas être là. Je veux repartir, je veux revivre cette expérience de déplacement.
cette expérience de découverte quotidienne quand on vit à l'étranger presque. Surtout après réseaux sociaux où la distance était un peu plus marquée. Et donc je m'étais fixé ce truc-là, c'était vraiment très très fort de me dire mais je ne veux pas faire mes 30 ans en vivant à Paris. Ça sera une espèce d'échec personnel si je suis encore là. Je passe à côté de quelque chose. Voilà. Et je m'étais fixé ça à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, à l'époque, je vivais avec quelqu'un et on s'était dit, moi j'avais bien l'impression, il dit, je ne veux pas être là, on part et on fait en sorte, on quitte nos boulots, et puis on va tenter quelque chose ailleurs. Et on avait été voir New York pendant une semaine pour voir si ça nous plaisait, et puis après on était voir Hong Kong pendant une semaine. J'avais un copain qui était là-bas. Et New York sympa évidemment, mais gros coup de cœur pour Hong Kong. Parce que tropical, parce que voilà, je retrouvais un peu des choses que j'avais ressenties. Et donc décision a été prise de dire si on n'a pas trouvé un travail là-bas à telle date, on démissionne et puis on fait le transsibérien et puis on fait un voyage de 3 mois et on arrive à Hong Kong par le train et ça sera super. Et puis finalement juste avant que ça se passe, on a tous les deux pu trouver un travail. Elle l'expatriée, moi c'était en local et voilà et donc on est arrivé et puis on a fait notre vie là-bas et puis voilà. Je suis plus avec cette personne donc la vie a changé. Et enfin, tu es quel Julien, parce que c'est intéressant de plonger un peu. Alors, c'est toujours les croyances et les souvenirs, comme tu le disais, que ton inconscient a retenu, mais dans cette première période à Hong Kong où tu travailles, donc tu as toujours un travail dans le luxe, toujours dans ce milieu-là? Ouais, je suis parti avec Publicis pour gérer le compte média, Zenith Optimédia, pour ceux qui connaissent, pour gérer tous les médias de ce qui s'appelle Kering aujourd'hui, donc le groupe Gucci, PPR, voilà. Ils ont plein de marques et donc je passais mon temps entre la Chine, Singapour, le Japon, tout ça. Et après chez Burberry, donc j'étais directeur des médias pour l'Asie. Donc toujours dans le luxe et de toute façon à Hong Kong c'est en gros soit finance, soit luxe pour caricaturer quand on est français, soit import-export de vin, enfin voilà, c'est vraiment une place comme ça. Et donc j'étais là-dedans et vie très privilégiée parce que très jeune trentenaire. Bon salaire, beaucoup de voyages, une grande insouciance, pour le coup aucune considération écologique à l'époque, c'était pas du tout dans mon radar et donc très fatigante aussi parce que très peu de vacances. On avait mon épouse actuelle quand elle avait commencé, elle avait 10 jours de vacances par an, moi j'avais 4 semaines dans l'année. Et c'était très bien. Donc on travaille énormément. Il y a très peu de jours de repos, beaucoup de voyages à droite à gauche, mais une ouverture sur le plaisir de pouvoir faire une réunion avec le patron de Vogue Japon avec un traducteur à côté parce que et puis toujours la courbette, etc. Enfin des moments assez incroyables de découverte culturelle en immersion auquel on n'a pas d'accès quand on va juste visiter le pays, ou l'expérience de faire du business en Chine ou en Corée du Sud, enfin voilà, il y a tout ça qui est extrêmement intéressant, plus les voyages à côté j'étais vraiment très très satisfait de cette vie-là, avec tous les bons côtés qu'elle offre. Bon, du coup, qu'est-ce qui à un moment va te faire basculer, puisque cette vie-là qui te plaît, d'insouciance et de voyage, tu vas décider à un moment d'y mettre un terme, ou en tout cas de faire des choix différents? C'est très difficile là, encore une fois, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction sur les souvenirs, parce que j'ai conscience que c'est l'histoire que je me raconte aussi, et parce que c'est difficile d'identifier vraiment ce qui se passe. C'est vraiment un ensemble de choses. Dans le livre, je pourrais lire un petit passage, je raconte un petit peu ce que je décris comme un tipping point, mais c'est une combinaison de plusieurs choses. Pour moi, ça a été le fait que mon âge déjà, j'arrivais à
34 ans, je me suis marié en 2014 et donc pas mal de choses qui bougent. Je commençais à questionner le fait, ma carrière dans le luxe aussi, parce que je me disais, ok, ça fait 15 ans que je fais ce truc-là et je suis pas à ma place, je vais continuer encore combien de temps un peu ce que je disais, j'ai fait ma crise de la quarantaine un peu à l'avance, c'est-à-dire que c'est cette recherche de sens, c'est qu'est-ce que je vais faire des 20 prochaines années, est-ce que je vais continuer sur cette trajectoire. Bon, il y a aussi la fatigue du rythme très intense. Le côté un peu absurde que je voyais à prendre l'avion pour faire une réunion qui sert un peu à rien. Toute l'absurdité de la chose, toute cette espèce de mouvement très rapide. Donc c'est très intense, c'est très satisfaisant, mais là pour le coup c'est vraiment la roue de hamster. C'est-à-dire qu'on s'arrête pas et c'est pas fait pour s'arrêter, parce que si on s'arrête, on va se rendre compte qu'on est de ce qu'on fait, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas de temps pour réfléchir, etc. Donc il y avait ça. Il y a eu aussi à un moment donné un ras-le-bol de ce rythme d'être à Hong Kong aussi. Voilà, il y a eu des circonstances personnelles qui font que c'était moins simple d'être à Hong Kong. L'envie aussi de faire une pause. J'avais depuis longtemps cette envie de voyager, de prendre du temps pour lire, pour découvrir d'autres sujets, tout ça. Et quelque chose qui a pesé lourd dans la balance, qui était cette prise de conscience de mes propres œillères, et qui est le marqueur de la trajectoire que j'ai eu après. C'est-à-dire que j'avais un travail, donc j'étais chez Burberry, qui était un peu, on me demandait de faire un peu de prospective, notamment sur la technologie, le marketing. Enfin, je travaillais dans ce qu'on appelle le digital, donc. Et je devais digérer des rapports, regarder ce qui était prévu pour les 5-10 prochaines années sur un sujet qui bouge très vite. Donc ça faisait déjà des années que je faisais ça, à essayer d'anticiper ce qui allait être important pour la stratégie de l'entreprise et de le digérer, le restituer à des gens qui, eux, n'avaient pas forcément le temps de le faire. Donc à force de développer ce muscle un petit peu, de regarder plus loin que l'année qui vient, je suis tombé sur d'autres sujets aussi par hasard. D'autres reportages sur d'Al Gore, une vérité qui dérange, des reportages sur le pic pétrole. Enfin, donc j'ai commencé à gratter et à me rendre compte vraiment de l'étendue de mon ignorance. Et puis j'étais pas non plus plein de certitudes, mais voilà, il y avait une forme d'insouciance qui était là parce que il y avait plein de choses que je voyais pas. Et à un moment donné, il y a eu c'est devenu trop gros, trop présent, et j'ai vraiment eu envie de prendre le temps avec les autres. C'était la goutte d'eau, en quelque sorte. Je me suis dit, mais il y a aussi tout ça que je vois pas. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer, qui commencent à être un peu angoissantes et que je vois émerger. J'ai envie de savoir ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis amené à faire un choix de vie sur les 20 prochaines années, j'ai envie de savoir quel est le contexte du jeu que je vais avoir à jouer. Je peux peut-être vous lire ce petit passage qui décrit ce moment-là. Avec ça vous va, plaisir. ouais. Après, je vous lirai pas le reste du livre, mais alors c'est un moment justement où je décris un peu la ville de Hong Kong et le fait que je la regardais souvent vue d'en haut, parce que j'étais au 50e étage d'une tour et je prenais mon café le matin. C'était assez grisant et assez étrange. Alors, on compare souvent Hong Kong à une jungle urbaine, et on a raison. La ville, comme la forêt, est vivante. Entre le béton et le bitume, des millions de petits êtres circulent, interagissent, vivent de manière plus ou moins chaotique et parviennent à faire émerger une forme de cohérence. La ville, comme le monde, a sa propre histoire, issue du hasard et des circonstances. Il y avait ici la mer et des poissons, et aujourd'hui il y a un immeuble de 60 étages, un bureau, une chaise et un homme, né à 10 000 km d'ici, assis dessus. Quel est ce mouvement qui nous emporte ? Je ne sais plus très bien à quel moment ça m'a pris, mais je crois bien que cette observation quotidienne de la fourmilière a fini par me donner le vertige. J'ai d'abord été fasciné, grisé même, par ce mouvement permanent, par cette ruée à laquelle je prenais part. Je jouais en société d'après les règles que l'on m'avait dictées, et j'avais l'impression de marquer des points. Jeune trentenaire, ma stratégie était parfaitement en place, ma carrière déjà assurée, les rails posés. Je passais mon temps entre Hong Kong, Shanghai, Tokyo et Londres, fatigué, parfois stressé, mais enthousiaste, certes, certain d'être là où il faut. N'étais-je pas au cœur du système, à côtoyer des hommes qui se prennent pour les maîtres du jeu ? Du haut de ma tour, je pensais un temps avoir tout compris. Ne dit-on pas qu'en prenant de la hauteur, on y voit mieux ? Et puis j'ai commencé à me poser des questions. Quel est le sens de ma course à moi, de notre course à tous ? Comment fonctionne cette ville ? Où vont les déchets de ces millions de gens ? D'où provient l'avocat que je trouve dans ma salade ?
Comment circule cet argent brassé par les traders que je croise les soirs dans les bars et à quoi sert-il ? Comment la Chine parvient-elle à maintenir cette accélération folle ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre et les conséquences ? Et au-delà de mon petit horizon, que cherche la fourmilière humaine dans son ensemble ? Je me suis mis à davantage lire, écouter, visionner, à déplacer mon regard. Ma myopie s'est adoucie, des zones d'ombre se sont éclaircies et j'ai pris peur. Ce que j'ai commencé à découvrir m'a fait réaliser que notre trajectoire collective n'était peut-être pas celle que je pensais et que les fourmis que nous étions étaient lancées ensemble dans une course folle qui pouvait ne pas durer aussi longtemps que prévu, pas de cette manière. Je me suis mis à me documenter sur le climat, sur les pics de ressources, sur les inégalités, l'économie, la géopolitique, la sociologie, la technologie, la cognition. Tous les sujets m'intéressaient. J'ai pris conscience de l'étendue de mon ignorance et des œillères que je portais. J'ai alors décidé de tout arrêter pour consacrer une année entière à un décrassage et à l'acquisition d'informations sur la marche du monde. J'ai démissionné, je suis parti en voyage, j'ai lu, écouté, expérimenté toutes sortes de choses. Je me suis perdu dans le puissant fond de ma quête de connaissances et de sens, mais j'ai persévéré. Je suis rentré en France, j'ai continué à me former, à me déformer, et j'ai décidé de créer un podcast. Voilà, je m'arrête là parce que... Mais ça c'était la petite page de description de ce moment de basculement. Ça a été quoi le coût de cette bifurcation ? À quoi est-ce que tu as dû dire au revoir, adieu ou à plus tard ? Il y a plein de choses. Hein. C'est bien d'en parler parce que il y a le côté excitant de quand on lâche tout. Qui est là, on dit ça y est, je vais y aller, je change de vie, je largue les amarres, je vais découvrir autre chose. Et puis assez rapidement, on est rattrapé par tout ce qu'on lâche et par les peurs qui viennent liées à cette incertitude. Et moi, pour le coup, je l'ai vraiment vécu. Ce qu'on lâche, tout simplement, d'abord, c'est une stabilité. C'est un logement, c'est un groupe de copains, c'est un quotidien. Qui est même agréable. Hein. Alors après, il devient plus agréable parce qu'on commence à le voir différemment et donc on le quitte, on va voir ailleurs. Mais c'est aussi une stabilité financière. Enfin voilà, un salaire, tout simplement. Donc on entre dans une forme d'inconnu, même quand on a mis un petit peu d'argent de côté. Finalement, ça va. Ces questions-là reviennent très vite. Et puis un statut social. C'est-à-dire que souvent, on a une carte de visite, on est invité à droite à gauche parce qu'on a cette carte de visite et pas parce qu'on est nous-mêmes. Quelqu'un d'autre prend notre place, prend le job et puis tout d'un coup, on n'est plus invité nulle part et voilà. Alors après, moi, ça me posait pas trop de problèmes là-dessus, mais ça fait partie des choses aussi dont on n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous entourent, qui nous sollicitent parce que on a ce travail-là, pas parce qu'on est nous. Donc tout ça qu'il faut lâcher et puis pour moi ce qui a été assez dur aussi c'était vraiment de commencer à lâcher un certain nombre de certitudes et de découvrir comme je disais l'étendue tous ces sujets-là et l'étendue de mon ignorance. Donc tout d'un coup c'est un peu déstabilisant, c'est comme ce que je disais sur les souvenirs, quand on se rend compte qu'en fait ce qu'on est, qui on pense être n'est qu'une construction et que c'est lié à des souvenirs qu'on a sélectionnés et qu'on a décidé d'interpréter de telle ou telle manière, même nos traumatismes. On dit j'ai vécu ça quand j'étais enfant, c'est ça qui m'a marqué. Bah oui, mais en fait, ton souvenir pour un même événement aurait pu être complètement tout autre. Et tu n'aurais pas été la même personne. Donc ça ouvre en même temps. C'est flippant parce qu'il y a une forme de décomposition de qui on est et qu'on est obligé de tout ouvrir, de tout remettre à plat. Et en même temps, c'est excitant parce qu'on peut aussi s'autoriser à nouveau à dire mais en fait, je peux être qui je veux. Il n'y a rien personne ne me dit que ma personnalité n'est pas figée puisque je l'ai inventée. Donc il y a ce mélange et ça a été, moi, les premiers mois, donc concrètement, on avait pris une année sabbatique, enfin pas sabbatique parce que sabbatique c'est qu'on est censé revenir après dans son travail, mais voilà, on avait démissionné, donc un peu tous les deux s'enfiler et puis on s'était posé à différents endroits pour découvrir un petit peu les pays. On avait fait un peu d'Amérique centrale, Italie, Grèce, et puis on était revenu un peu en Asie. Mais surtout, on se posait en 2015. Et, voilà, donc on était parti, on a fait 3 mois Amérique centrale, 1 mois Italie, 1 mois Grèce, 1 mois Thaïlande, Birmanie, 1 mois Nouvelle-Zélande. Donc pareil, bilan carbone, on va pas en parler, mais
C'était pas encore dans mes considérations. Et donc très classique aussi, hein, vu mon profil, vu mon parcours, il y a un très original là-dedans. Mais l'originalité, c'était qu'on l'a fait vraiment en se posant. On s'est posé à des endroits pendant plusieurs jours pour étudier, pour lire, pour étudier, pour faire des MOOC. On avait tous les deux vraiment ce besoin de connaissances, de savoir et de prise de recul aussi sur nous-mêmes. Et donc à partir du moment où on fait ça, moi je pense que c'est là que mes premiers cheveux blancs sont arrivés. Hein. C'est ma barbe blanche. C'est que tout est ouvert et ça fait peur parce que on est face au vide en fait. On se dit mais ok, tout est possible, tout est ouvert. Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Qui j'ai envie d'être ? C'est quoi les sujets que tu te rappelles de ce que tu regardes, parce que tu dis on était encore très loin des considérations bilan carbone. Ouais. Qu'est-ce qui t'appelle ? Tu commences par regarder quoi ? Par t'informer sur quoi ? Il y a eu une première phase, je crois, de développement personnel, ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui, avec beaucoup de podcasts écoutés à l'époque j'écoutais pas mal Tim Ferriss, des trucs comme ça D'ailleurs, un des déclencheurs de ce départ, ça avait été la semaine de 4 heures là, de Tim Ferriss, où je m'étais dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire et dans ce rythme de fou, je vais me retourner à 60 ans et j'aurais pas voyagé comme j'ai voulu le faire, j'aurais pas réfléchi au sujet que je voulais ouvrir, ça rime à quoi ? Donc c'était une réflexion aussi sur ce rythme. Donc la première chose que je faisais, c'était je travaillais sur mes routines, c'était tout ce truc-là, et j'essayais de changer mes routines pour pouvoir changer ma manière de regarder le monde. Donc j'ouvrais, c'était pas mal de réflexions un peu philosophiques, de philo, sur quel est le sens de la vie, quelle est ma place là-dedans, comment aussi réinventer un travail qui puisse me correspondre mieux, etc. Et puis petit à petit, au fil de mes lectures, je suis allé plus vers les sujets que j'ai explorés par la suite, de comment fonctionne le monde. Avec notamment, par exemple, sur les entreprises libérées, le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, qui m'avait fait réfléchir à comment on innove, j'étais encore un peu corporate, mais comment on change l'entreprise. Il faut que l'entreprise change, etc. Après, on avait fait quelque chose qui nous avait pas mal marqué, c'était lié à Otto Scharmer et sa théorie U, qui s'appelait Leading from the Emerging Future. C'était un MOOC du MIT qu'on a suivi pendant 2 mois, qui pose vraiment le fonctionnement du système monde et qui va dans le fond pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et là, c'était un peu la découverte aussi avec Peter Senge de l'approche systémique, du fait qu'on pouvait voir le monde de cette manière, que tout était lié, qu'il y avait certes des parties qu'on divisait, mais qu'en fait c'est intéressant d'aller voir le lien entre les choses. Et puis aussi la problématique écologique, même en voyage, avec des grosses claques que je me suis prises en voyant l'état de certains endroits, avec notamment la pollution plastique et puis la dégradation. Enfin, tout ça, c'était des claques aussi où vraiment je me suis dit, ok, mais ça va pas du tout, et c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc là, j'ai mis plus la partie un peu limite planétaire, qui est arrivée dans la deuxième partie de l'année, et que j'ai commencé à creuser. Et tout ça, c'était un processus assez compliqué, parce qu'encore une fois, on s'arrête et on ouvre des portes. Et on se questionne, et on questionne le monde, et on questionne sa place dans le monde, et on trouve pas forcément de réponse. Et qu'est-ce qu'on fait ? On repart, on trouve un travail, on revient à Paris, on fait quoi ? Donc finalement, on a décidé de revenir à Paris, et un des déclencheurs, c'était les attentats du Bataclan, qu'on avait vécu en direct, parce qu'avec le décalage horaire, c'était le moment où on se levait. Et bizarrement, ça nous avait donné envie de revenir en France. Parce qu'on s'est dit, ok, on est loin en fait. On est loin, on est déconnecté, on est loin de nos proches, on est loin de nos amis. Voilà. Et donc on avait envie de se réancrer un peu, donc on est revenu en France suite à ça. Et puis après, moi, j'ai continué de tirer tous ces fils-là, d'abord pour moi-même, et puis après en les mettre dans un podcast, parce que j'en avais marre de parler tout seul. Juste avant de passer au podcast, du coup, ta femme, à l'époque, suit le même cheminement que toi. Ouais. Enfin, tu vois, est-ce que finalement, tu ouvres ces questions et tu te retrouves face au vide un peu seul, ou est-ce que au moins à deux, vous pouvez vous renvoyer un peu la balle, en discuter? Comment est-ce que vous traversez ça? Parce que tu disais, elle aussi, elle démissionne, elle lâche tout, vous partez tous les deux.
Oui, on a eu la chance de faire ça vraiment à deux et d'être vraiment raccord sur le processus. Elle était pareille, hein, elle a pas fait toute sa carrière dans le luxe, mais parce qu'elle était plus dans le milieu associatif, conseil, etc. Mais pareil, école de commerce. Et elle était bras droit du CEO de Richemont aussi, tu vois, dans le luxe à Hong Kong. Donc on a tous les deux quitté le travail. Mais elle était un peu plus en avance que moi par rapport à ce côté intérêt pour le monde. Plus le côté social qu'elle avait, que moi ça m'intéressait pas du tout en fait. Et donc on était tous les deux dans ce processus de dire ok, c'est pas grave, on lâche, on vit nos vies, on verra bien. Et c'est en fait, elle a d'ailleurs beaucoup moins peur que moi. C'était plutôt moi qui étais angoissé pour la suite. Et moi, je suis parti sur ces sujets très de recherche en fait. Et elle a ouvert ce côté. Elle est devenue ce qu'on appelle coach aujourd'hui, enfin psy en gros. Et aussi à travailler avec des gens, donc le côté plus humain, plus personnel, de comment accompagner les gens qui se questionnent là-dessus, puisqu'elle a fait un énorme travail sur tout ça, de connaissance d'elle-même et de connaissance des processus de comment se forme la pensée, voilà. Et puis aussi accompagner les organisations, comment on crée les conditions de la réflexion, comment on tient le cadre, comme on dit, pour qu'il y ait des choses qui puissent se passer au niveau des émotions. Voilà, donc on a vécu vraiment ça à deux et on continue de le vivre à deux parce qu'on est tous les deux encore indépendants aujourd'hui, donc à Lisbonne et tous les deux galérer à essayer de faire fonctionner le foyer comme on peut, mais on est embarqués là-dedans tous les deux sans filet, donc c'est aussi c'est très sympa parce qu'au moins on est sur le même rythme entre guillemets, mais parfois c'est assez inconfortable parce que souvent il y en a un qui continue de tenir un peu la baraque pendant que l'autre fait sa transformation, puis après ça alterne, voilà. Donc il y a aussi une forme d'inconfort qu'il faut gérer. Oui. Et donc là, tu passes de je ne veux plus discuter moi avec moi ou avec d'apprendre des lectures, mais là, je décide de passer avec d'autres interlocuteurs et donc tu lances Sismic, que je crois au départ tu voulais appeler Futur, c'est ça ? Tout à fait. J'ai pas mal. J'ai essayé de trouver un nom, un nom qui soit disponible avec un .fr aussi. Tu vois, parfois c'est aussi bête que ça. C'est tout. L'histoire du nom Sismic, c'est qu'il y avait un sismic.fr, voilà. C'est aussi bête que ça. Je voulais appeler Futur parce que je voulais. Le thème, c'était qu'est-ce qui nous attend, quoi. Où va le monde ? Je suis vraiment parti de ce truc-là. Et ça s'est. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Enfin, pareil, une conjonction de choses. Le tipping point, ça a été... je vais d'abord dire d'où ça vient, mais en gros, j'écoutais beaucoup de podcasts depuis très très longtemps. Déjà en 2007-2008, j'en écoutais, même souvent, je partais déjeuner tout seul et j'écoutais des podcasts. J'adorais ça. C'était pas du tout à la mode à l'époque. Hein. Ça a vraiment explosé en France en 2017-2018. Mais donc puis j'en ai beaucoup écouté pendant mes voyages et ça me nourrissait. J'aime bien ce média, et donc une des idées que j'avais pour rentrer en France, c'est de me dire je vais faire ça, je vais faire la même chose. J'ai qu'à lancer un podcast sur les gens qui bifurquent, les gens qui un peu comme Tim Ferriss, les gens intéressants, parler à des gens intéressants pour nous dire comment ils vivent leur vie, etc. Puis je l'ai pas fait. Et à côté de ça, j'ai continué moi de creuser tous les sujets pour moi-même. Et notamment en faisant l'Institut des Futurs Souhaitables, une petite pub pour eux en France, où c'est des cycles de conférences avec des gens à peu près comme tous les gens que j'invite dans le podcast, qui viennent nous parler pendant 1 heure ou 2 de leur vision du monde et de ce qui est en train de se passer, de leur analyse. Et déjà en sortant de là, je me suis dit mais c'est quand même trop bête qu'on soit qu'une trentaine à avoir accès à ça. Il me semble que j'avais dû leur dire vous devriez les enregistrer, les diffuser. Mais ça marchait pas forcément par rapport à leur business model à l'époque, mais et donc là ça a mûri, et puis à un moment donné je suis tombé sur je me souviens d'avoir écouté un podcast qui s'appelait, je crois, Nouvelle École, qui était fait par un petit jeune qui faisait à peu près justement du Tim Ferriss français, c'est-à-dire d'interroger des gens pour savoir comment ils fonctionnent. Et je me suis dit, mais attends, mais il vient de commencer, son truc cartonne, il a 25 ans, qu'est-ce que j'attends, quoi ? Pourquoi ? Et là, j'ai commandé un micro, j'ai commandé mon enregistreur, et j'ai dit, ok, j'ai écrit mon texte, j'ai écrit mon intro, j'ai monté l'intro que j'ai toujours, et puis j'ai dit, merde, je m'en fous, je vais faire le podcast, je vais aller interviewer des gens. Et c'était aussi parce que j'en avais assez j'avais l'impression quand même, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'évoquer ces sujets-là,
de limite à la croissance, de risques systémiques, de climat, même avec mon entourage, parfois avec ma famille, et puis de voir qu'en fait ça prenait pas du tout, et que soit c'était très mal reçu, avec non mais qu'est-ce que tu racontes, arrête avec ces sujets-là, c'est n'importe quoi, vraiment t'es hyper pessimiste, c'est hyper négatif, et donc j'ai arrêté d'en parler. Je me suis dit que ça sert à rien, chacun est dans son propre système, ça bougera pas. Puis en plus, j'ai pas les clés, j'ai pas vraiment les arguments pour aller jusqu'au bout. Et donc, je me suis dit, je vais lancer un podcast. Et puis, vous allez écouter. Et si vous écoutez ou pas, et si ça vous plaît, on en parle. Mais sinon, j'en parle plus. Et donc, ça m'a évité. Donc, c'était satisfaisant pour moi parce que j'avais des conversations autour de moi avec les gens qui effectivement commençaient à être intéressés par ces sujets-là et qui étaient ouverts. Et donc, et les autres, j'en parle pas. Et j'en parle toujours pas. Hein. Il y a des gens qui écoutent toujours pas autour de moi, qui sont proches. Et donc, le sujet n'est jamais mis sur la table parce que ça continue d'être caricatural. Et après, c'était aussi l'autre chose, c'est que je me suis dit, ça va être un bon moyen quand même d'aller parler à des gens dont je lis les livres. Parce que quand on tend en micro, les gens ont tendance à répondre. Donc, voilà. Et moi, comment est-ce que tu passes là t'as quoi, 105, 110 épisodes aujourd'hui, peut-être 105, un peu plus, ouais. 105. Comment est-ce que tu passes de 105 épisodes à l'écriture de ce livre? Encore par hasard. J'essaie de laisser venir les choses. C'est un éditeur qui est venu me voir, donc qui est l'éditeur First, une éditrice en l'occurrence, qui avait entendu Sismic et qui me dit est-ce que ça te dit d'écrire un livre, on te publie sur la base des épisodes. Et au début j'ai dit non, pendant à peu près 1 an. J'ai dit ça me dit rien du tout, je n'ai pas le temps, je suis pas écrivain, ça me paraît être un travail extrêmement long, extrêmement dur. J'ai pas que ça à faire entre guillemets, et puis surtout je sais pas quoi raconter. T'as qu'à faire les résumés de tes épisodes, tu prends les meilleurs épisodes et puis tu fais une synthèse, voire même un transcript. Et je dis encore non parce que je voulais surtout pas faire ça. À ce moment-là, je me suis dit pas pour un premier livre, peut-être après on verra, mais pas pour un premier livre. Je veux que ce soit un truc vraiment dont je suis fier, qui apporte quelque chose, une espèce d'ambition démesurée. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit quand même, elle continuait de revenir un peu à la charge, et je me suis dit ça serait quand même dommage de rater cette opportunité-là. Il y a des gens qui écrivent des livres qui sont jamais publiés. Moi, on vient me voir et on me dit on te publie, quel que soit le truc que tu écris. Donc bon, pas mal. Je le regretterais si je le fais pas. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais raconter. Je suis arrivé avec une espèce de plan fourre-tout où je parlais un peu de tout, de notre rapport au monde, de notre rapport au réel, de pourquoi on comprend pas le monde, de nos biais cognitifs, des bulles de manipulation des réseaux sociaux, de philosophie, de la science, de la pensée complexe, et puis d'économie, d'écologie, de technologie, tout ça. Et puis mon éditrice m'a dit tu peux pas, ça fait 3 livres ton truc. Donc fais plus simple, il faut que tu choisisses un angle. Et j'ai dit d'accord, donc je lui ai fait un espèce de plan plus court, donc on est parti là-dessus, et au final j'ai écrit exactement ce que je voulais écrire au début. Oui, c'est ce que j'allais dire, t'as réussi quand même, parce qu'il y a tout ce que tu viens de nommer, on le retrouve dans le livre, et pour quelqu'un qui n'est pas écrivain, pour le coup on a la chance de l'avoir lu, puisque tu nous l'as gentiment offert. Il se lit vraiment super bien, c'est agréable. Tu vois, oui, tu parles de plein de choses, mais c'est concis, donc tu te noies pas, tu vois, tu retiens vraiment ce que tu lis. Enfin, chapeau quand même pour une première expérience. Ouais, et merci à elle d'avoir insisté pendant 1 an, parce qu'on n'aurait pas ce livre qui est... Moi, je trouve qu'il est vraiment chouette parce que tu peux le démarrer finalement un peu n'importe où. C'est un bon livre de chevet, ou un bon livre si tu as envie de comprendre. Tu vois, tu veux comprendre la dynamique des systèmes, tu t'intéresses à la théorie des jeux, tu vas regarder ce chapitre-là, ou en tout cas ce paragraphe-là. C'est hyper clair. Et alors après, nous qui sommes aussi des fidèles auditeurs du podcast, on retrouve aussi
les échanges parfois on revoit les échanges ou on réécoute les échanges que vous avez eu, que tu as eu avec toi, avec tes invités. Donc c'est vraiment un chouette bouquin. Moi, je vous invite tous à aller à courir l'acheter. Vous perdrez pas votre temps. Merci déjà. J'ai encore eu peu de retours, donc ça fait toujours plaisir, parce qu'il est sorti qu'il y a 2 semaines au moment où on parle. Mais c'était la grande difficulté. Le processus est intéressant. Donc au bout d'un moment, je suis lancé, j'ai dit ok, je vais partir sur ce plan, et puis en fait c'est en écrivant que je me suis dit mais je suis en train de tout mettre en fait. Je suis en train de mettre tout ce que j'avais mis sur le premier plan, et il m'avait mis une limite de en gros 200 pages, c'est en mots mais ça correspondait à 200 pages, et au final ça en fait presque 300. Et donc j'avais très peur de me faire tout couper, et quand ils ont lu, puisque je leur ai donné un truc qui était vraiment fini, il n'y avait plus qu'à corriger les fautes, mais c'était vraiment fini, ils ont dit bah ok, on rajoute les 100 pages, pas de problème quoi. Ça tient complètement la route, si on enlève quelque chose ça tiendra plus, voilà, on a juste enlevé 1 ou 2 pages qui étaient pas parce que en fait elles étaient trop sur l'actualité, qu'on avait peur que ça vieillisse mal concrètement, mais la grande difficulté, ça a été de trouver de quoi j'allais parler, puisque le podcast, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un podcast dans lequel j'essaie de comprendre comment fonctionne le monde et où il va. Donc voilà, c'est très très large, avec une approche où je parle du système Terre, du système humain, c'est-à-dire la société dans son ensemble, et puis du système humain en tant qu'individu, donc comment on pense le monde. Et j'interroge des gens sur ces différents sujets. Donc ça va du climat à la géopolitique, en passant par nos biais cognitifs, etc. Et donc la grande difficulté, c'était une fois que je me suis dit, je veux pas choisir, je veux pas faire non plus les résumés des épisodes, puisque effectivement il y a quelques mentions à certaines interviews, mais il y en a très peu finalement. Il doit y en avoir 4 ou 5 dans le texte, qui sont des mentions. Il y a juste une citation texto qui fait une page de Dennis Meadows qui me permet d'expliquer son modèle, mais le reste c'est juste mis en référence, parce que je voulais pas repartir de ce que je savais déjà, et donc j'ai ouvert plein de nouvelles portes que maintenant je vais pouvoir d'ailleurs aller ouvrir avec des interviews. Ça va être rigolo de faire ça, mais je voulais que ce soit aussi pour moi intéressant comme cheminement, que ce soit pas juste une synthèse, que ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Et donc la grande difficulté, ça a été de trouver le fil conducteur. Comment je vais raconter tout ça de manière cohérente. Puis après, avec quel style? Est-ce que je parle à la première personne? Est-ce que c'est très sérieux? Maintenant, je suis pas un universitaire, donc je ne veux pas que je me prenne trop au sérieux. Je suis que quelqu'un qui pose des questions. Donc, j'ai trouvé un angle un peu... il fallait que ce soit grand public aussi. J'ai mis quelques blagues dedans pour que ce soit agréable à lire. C'est très découpé, comme ça, on peut s'arrêter à tout moment. Et donc, ça rend la lecture plus fluide. On a une recette aussi. Il y a une recette, voilà. Mais le fil directeur, ça a été d'abord l'introduction que j'ai écrite, où je suis reparti de mon propre doute. C'est ça qui a été le déclencheur de l'écriture, parce que pendant des mois, j'arrivais pas à savoir par quoi commencer et quel style. Donc je suis reparti de mon propre doute et du fait que je comprenais rien à la marche du monde, que j'avais plein de messages qui étaient contradictoires qui m'arrivaient, et qu'on était tous pris là-dedans, et que donc j'avais ce besoin de savoir, mais ok, qu'est-ce qui se passe et à quoi on joue. Et une fois que j'avais posé le à quoi on joue, je me suis dit, mais il faut que je reparte de ça en fait. On joue à un jeu. On ne fait que jouer à un jeu au quotidien. Quand on se réveille en tant qu'individu, on fait des choix, et puis on joue à notre petit personnage, comme j'ai dit, avec nos propres souvenirs qu'on a voulu retenir. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis de gauche. Moi, je suis de droite. Moi, je suis quelqu'un de très droit. Moi, j'adore la justice. Enfin, voilà. Et puis, je parle pas de moi d'ailleurs, hein, mais on est tous en train de se définir. Et c'est ce personnage qu'on utilise chaque jour pour se positionner dans ce jeu qui est le jeu de la société, ou de la famille, ou du couple. Et puis, quand on est tous ensemble, c'est le jeu de la civilisation. Et donc, en partant de là, je me suis dit, ça, c'est hyper intéressant, parce que je vais pouvoir parler de stratégie de jeu, parler des règles du jeu, du terrain de jeu, qui est la Terre, et qu'on est en train de bouger, et des conséquences que ça a. Et donc, cette métaphore m'a permis d'organiser toutes les idées et de mettre tous les différents blocs que je voulais mettre. La théorie des jeux dont tu parlais, cette espèce de dynamique de l'humanité. C'est quoi la dynamique de l'humanité? À quoi joue l'humanité depuis le début? Qu'est-ce qui la met en mouvement? Il y a des règles, il y a des structures qui sont là, qui sont liées au fait qu'on est un être vivant, tout simplement. Il y a des règles qui sont liées au fonctionnement de la physique, et puis il y a des règles qu'on s'est inventées, qu'on a ajustées par rapport à nos croyances, etc., etc. Donc j'essaie de parler de tout ça avec cet angle-là, et ça fonctionnait bien.
Même si, après, il faut écrire. Hein. C'est compliqué de trouver le temps et compliqué de mettre des mots et puis dans quel ordre, parce que ça s'écrit pas de manière linéaire, évidemment. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, on peut pas se faire tout le livre, bien évidemment, mais tu vois, qu'est-ce que tu aurais envie de partager sur cette tagline qui est la tagline de ton podcast et du coup le titre du livre, Le monde change, on n'y comprend rien. D'où nous vient cette complexité? Pourquoi est-ce qu'on comprend rien? Et du coup, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de se mettre en mouvement dans ce contexte-là? Voilà, c'est peut-être une question qui est très compliquée puisque tu la développes et tu prends 300 pages pour développer ça, mais je ne sais pas s'il y a eu quelques idées que tu aurais envie de partager ici, qui continuent de donner envie aux personnes qui nous écouteront de te lire. Oui, c'est parti du... Alors, je vais essayer de résumer le livre, du coup. Hein. Mais c'est parti vraiment de... Je suis revenu sur cette idée de hier, que je constate même après avoir quasiment fait 5 ans d'enquête via Sismic. L'idée de départ, c'était L'ambition, c'est de me dire, je vais comprendre comment fonctionne le monde, et puis à partir de ça, je vais pouvoir savoir où je vais m'engager pour que le monde aille dans une meilleure direction. Cette idée de changer le monde, puisque quand on gratte un peu et qu'on voit la trajectoire qui est la nôtre, on est un peu pris d'angoisse en général. Enfin, on descend cette courbe du deuil dont je parle un peu, classique, qui au départ on est dans le déni, puis on commence à accepter, puis donc on prend peur, et puis après on est en colère, et puis après on est déprimé, et puis après on essaie de remonter en retrouvant, en reconstruisant autre chose, ou en ouvrant les possibles, ou en s'engageant, etc. Donc j'ai fait ça pour mieux comprendre, et au final j'en arrive après 5 ans à cette conclusion, à cette impression que j'y comprends toujours rien. Alors je comprends beaucoup mieux dans les faits, c'est aussi une petite pirouette, le monde change et on n'y comprend rien, et je dis au début, ça fait 5 ans que j'enquête et j'ai l'impression de toujours rien comprendre, mais évidemment je peux parler maintenant de beaucoup plus de choses qu'avant et beaucoup plus clairement, mais en vrai, on est face à une telle complexité, on est face à des enjeux qui sont tellement systémiques, qui sont tellement énormes que on est dépassé, et donc on est condamné à, chacun de notre côté, pour pouvoir agir, pour pouvoir s'engager dans quelque chose, simplifier les choses. Évidemment, parce que sinon on s'arrête et puis on est complètement... c'est comme un animal qui traverse et qui se prend les phares, et on est immobile. Parce que c'est immobilisant, parce qu'on se dit par quoi commencer? Si je tire ce fil-là, ça crée tel truc, mais alors attends, il va se passer ça, et donc je peux rien bouger en fait, et c'est beaucoup trop gros pour moi. Or, on a besoin de faire des choix au quotidien. Mais moi, ça me semblait intéressant déjà de parler de ça, de parler du fait que oui, on n'y comprenait pas grand-chose, quoi. Oui, on n'y comprend rien, et c'est normal en fait. Il y a des raisons pour ça. Et j'ai cette phrase-là que je cite plusieurs fois d'un journaliste américain qui s'appelle H.L. Mencken. Il dit « Pour chaque problème complexe, il existe une réponse claire, simple et fausse ». Et c'est une manière un peu rigolote d'expliquer que on passe notre temps à simplifier, à avoir des réponses claires, à vouloir des réponses claires, parce qu'on en a besoin, mais dans l'absolu, c'est pas le réel, c'est pas la vérité. Et que tout ce qu'on voit n'est qu'une toute petite partie du monde. Et qu'on ne peut pas éviter ça. Toutes nos opinions, tout ce qu'on se forge comme opinion, ça dépend, de ce qu'on a vu, de l'information qu'on a reçue. Donc il y a plein de choses qui ne nous arrivent pas, et notamment parce que les réseaux sociaux accentuent ce phénomène, parce qu'on est dans des bulles d'informations. Donc on n'a plus que des informations avec lesquelles on est d'accord, qui nous sont servies. Et donc on voit plus que voit l'autre. Et même quand on voit des informations variées, notre cerveau fait le tri et ne va retenir qu'un certain nombre de choses. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ça va nous permettre encore une fois, de ne pas être en surcharge d'informations et puis de faire des choix rapides. Voilà, le cerveau est bien fait pour ça, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc on simplifie en permanence, et donc on va... typiquement, on va plus retenir une information avec laquelle on était déjà d'accord, on va plus avoir tendance
être d'accord avec ce que notre communauté pense, etc., etc. Il y a plus de 200 biais cognitifs. Donc ça, c'est intéressant aussi de comprendre qu'il y a des raisons fondamentales à la division du monde, au fait qu'il y a différentes opinions, différents paradigmes, différents modèles, parce que c'est structurel, entre guillemets. Et moi, je veux commencer par ça, et c'est un message qui est très très fort dans le podcast, même en général, c'est ok, arrêtons de penser qu'on a raison. Arrêtons de penser qu'on a tout compris. Le truc est un bordel sans nom. On est conditionné par notre identité, par notre langage, par notre couleur de peau, par notre genre, par notre éducation, par où on vit, tout ça. Et donc, on ne voit qu'une toute petite partie des choses. Et en plus, le monde est de plus en plus complexe. Et en plus, ça va de plus en plus vite. Et en plus, on est sur des sujets mais énormes sur lesquels c'est très difficile de se mettre d'accord. Alors certes, on a développé des méthodes pour se mettre d'accord collectivement, ça s'appelle la science, qui progresse en se trompant aussi. Certes, on a développé des modèles, on a développé des croyances qui nous permettent de nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses en tant que société, etc. Mais moi, c'est très important d'avoir cette espèce de posture de doute, qui est en fait la base de la philosophie. Hein. Tu vois, que sais-je de Montaigne, je sais que je ne sais rien, etc. Et tu as cette phrase de Paul Valéry qui explique bien le truc aussi, ce qui est simple est faux et ce qui est compliqué est inutilisable. Ça rejoint un petit peu ce truc-là. Donc on est obligé, en fait, si c'est trop compliqué, on peut rien en faire, donc on simplifie. Et à partir de ça, donc ça déjà, moi, c'est quelque chose qui m'a apaisé, en fait, de remettre du doute, de remettre de l'humilité dans le processus de pensée. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de tout comprendre, parce que de toute façon, je vais faire des choix et que mes choix sont biaisés. Et d'autre part, de toute façon, j'arriverai pas à tout comprendre. Et j'ai pas besoin d'avoir raison. Et donc, si j'ai pas besoin d'avoir raison, bah, peut-être que l'autre a une part de vérité aussi qui va être intéressante pour moi. Et peut-être qu'un dialogue est possible avec tout le monde. Et peut-être que l'autre n'est pas un grand méchant contre qui il faut lutter. Voilà, tout le monde n'est pas un ennemi. Donc ça m'a permis de prendre de la recul par rapport à tout le discours ambiant qu'on a quand on se politise un peu, ou quand on s'intéresse au monde, où on se construit des certitudes et on va dans le combat, etc. Et après ça, tout mon travail, moi, ça a été quand même de me dire, je veux comprendre quels sont les grands mécanismes du monde, au moins un peu. Voilà. Qu'est-ce qui est admis aujourd'hui communément quand on parle à des gens? Peut-être que c'est pas ça, hein. Peut-être qu'on vit dans une simulation, peut-être j'en sais rien, tu vois. Peut-être que le réel est tout autre. Dans la matrice. On est dans la matrice, hein, mais tu sais, il y en a qui vont dire que le réel n'est que le produit de la conscience. En fait, la matière n'existe pas. Il y a des gens qui vont très très loin là-dessus et qui sont pas des gens forcément perchés. J'en sais rien, hein. Mais à un moment donné, je me dis, bon, je suis dans ce jeu-là, je dois faire des choix de travail, d'éducation de mes enfants, de tout un tas de choses. Qu'est-ce que je comprends du monde? Qu'est-ce qui marche? Et donc là, il y a tout cet effort de compréhension des systèmes, des événements, sous les événements et des tendances. Quelles sont les grandes tendances du monde? Sous ces tendances qui définissent les événements, il y a des structures. Quelles sont les grandes structures? L'économie, la finance, le politique, le jeu des médias, etc., etc. Et encore en dessous, il y a les comportements humains qui sont définis par des croyances et par la nature humaine profonde. Et une fois que j'ai posé ça, j'arrive à avoir une grande clarté, je crois, enfin, en tout cas, dans mon propre modèle de paradigme et de simplification, sur ce qui est en train de se passer. Pourquoi les choses se passent? Pourquoi on n'arrive pas à bouger le système? Pourquoi, alors qu'on voit cette trajectoire mortifère, ça bouge pas. Et en fait, quand tu vas dans le détail, tu te rends compte que ça bouge pas parce que ça ne peut pas bouger, parce que c'est parfaitement logique que ça bouge pas en l'état des choses. Parce que le système est fait pour se comporter de telle manière. Parce qu'on on optimise toute l'économie sur un indicateur, sur un score de jeu qui est le PIB, et que ça nous pousse. Le PIB, c'est de la croissance économique, et que ça impose de la croissance économique parce qu'il faut que le PIB grossisse, parce qu'on a créé des dettes, donc il faut rembourser les dettes, et que le PIB, ce n'est rien d'autre que la dette, ce n'est rien d'autre qu'un claim, comme on dit en anglais, sur l'énergie à venir. C'est-à-dire que pour faire du PIB, il faut des ressources et de l'énergie.
Donc il y a un lien entre l'économie et l'énergie. Et donc ce jeu-là nous amène à consommer de plus en plus de ressources et d'énergie. Et il y a des externalités, ça fait de la pollution, ça fait du changement, du dérèglement climatique, ça fait de la destruction du vivant, etc. Et donc ça déstabilise ce terrain de jeu. Donc une fois que tu comprends ça, tu dis, bah oui, c'est le système dans son ensemble, c'est le modèle civilisationnel qu'on a mis en place aujourd'hui qui crée tout ça. Est-ce qu'on peut en sortir? D'où il vient? Est-ce que finalement, il n'était pas quelque part, on n'y arrive pas inévitablement? Tu peux dire, bah oui, on y arrive inévitablement puisqu'il est arrivé de toute façon. Dans un autre monde, peut-être que c'est différent, mais dans notre monde, de toute façon, il est inévitable puisqu'il est là. Et quelles sont ses forces et est-ce qu'on peut les dépasser? Donc, tu as une réflexion là-dessus. Et puis après, c'est la dernière partie, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment, sachant ça, je joue mon propre jeu? Et là, tu reviens à des considérations un peu qu'on a évoquées au départ, qui sont presque plus philosophiques sur le rôle que tu veux t'inventer. Bah, c'était un long monologue, désolé. Non, c'est... ce qui nécessite déjà de connaître, et on revient sur ce que tu disais au départ, en fait. C'est d'où je parle. C'est la question que tu poses souvent, toi, à tes invités. C'est avec quelles lunettes, en fait, d'où tu parles et avec quelles lunettes tu regardes le monde. C'est quoi déjà, toi, tes biais, ton propre prisme de lecture? Bah, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de repartir de la connaissance. Et c'est pour ça que c'est ma question de départ à mes invités, puisque ça me donne une indication sur... d'abord sur d'où ils parlent, comment eux pensent, comment eux définissent leur propre prisme de lecture. Et ça me donne une indication sur à quel point ils l'ont conscientisé aussi. Donc à quel point ils savent que ça n'est qu'un point de vue sur le monde. Et on remarque que pour beaucoup de gens, ça n'est pas du tout conscientisé. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent détenir la vérité et ne comprennent pas pourquoi l'autre ne pense pas tout à fait pareil. Et c'est intéressant d'ailleurs, c'était un truc qui m'est venu dans le dernier chapitre. Je dis, mais qu'est-ce qui fait que des deux côtés de la barrière, dans un débat, il y a deux personnes très intelligentes, très instruites, qui sont fondamentalement en désaccord. Pourquoi? Ils ont tous les deux bien informés, même ils voient parfois les mêmes informations, mais et on t'en revient à cette idée de paradigme. Et c'était, je décris ça, en fait, je prends l'exemple on revient même à la philosophie de Thomas Kuhn qui va définir ça pour la science en disant que même la science est une histoire de paradigme, parce que la science évolue quand les paradigmes changent. Mais c'est très relativiste, mais c'est dire, en fait, quand deux personnes se disputent, et je prends l'exemple de Greta Thunberg qui, quand elle monte à la tribune de l'ONU, je crois, et qu'elle dit I want you to panic, ou à Davos, je sais plus bien, je veux que vous paniquiez, elle est parfaitement logique dans son système. Son système, c'est le rapport du GIEC, c'est la communauté scientifique qui nous dit que si on ne change pas de trajectoire, ça va très 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 mal se passer et on va tous mourir en gros à la fin du siècle. C'est ce que dit, en gros, c'est ce qu'il faut lire entre les lignes du GIEC. Voilà, si on continue, on va à plus 3 degrés, plus 4 degrés, il n'y a plus rien qui pousse, il y a plus de, c'est Mad Max, quoi. Et dans son système, elle dit, en fait, on arrête tout. On met les deux pieds sur le frein, on organise ça, on fait de la décroissance, on arrête tout, parce que sinon, de toute façon, le jeu s'arrête dans 20 ans. Donc je vous dis, on panique. Je veux vous paniquer, je veux que vous ayez peur comme moi j'ai peur, et que vous réagissiez, et on va trouver comment on arrête la machine civilisationnelle. Comment on la freine. Et quelqu'un en face qui n'est pas dans cette lecture-là du rapport du GIEC, ou qui va dire ça n'est qu'un rapport, la science peut se tromper, par ailleurs ce sont des gens qui sont un peu hors sol, ou même je ne l'ai pas complètement lu, donc ça me paraît très alarmiste, et surtout qui va se dire à côté, vous me parlez de faire la décroissance, mais moi je vous explique que ce que je vois de l'histoire du monde, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une baisse du PIB, il y a eu la guerre derrière. Il y a eu des crises sociétales parce qu'on ne peut pas rembourser la dette, parce que on perd de la souveraineté en tant que pays, parce que, etc. Vous me demandez de faire ça, c'est hors de question, parce que c'est la guerre. Et ça, on l'entend aussi. La récession, la crise économique, c'est la guerre. Et dans ce cadre-là, cette personne-là a raison.
dans ce cadre-là, on a raison d'avoir peur de la décroissance économique, enfin de la récession. Et sachant que la décroissance est très hypothétique, parce qu'elle n'a jamais été, à ma connaissance, expérimentée à l'échelle d'un pays de manière organisée dans le cadre qu'est le nôtre aujourd'hui. Dans le contexte qu'est le nôtre aujourd'hui. Donc c'est une hypothèse. Mais factuellement, quand tu regardes empiriquement, quand un pays a baissé son PIB, ça se passe pas bien. Il y a des crises. Ce qui se passe en Argentine, qui rembourse pas sa dette depuis X années, voilà, le pays va pas bien. Et l'Argentine, c'est loin d'être le pire. Donc, ils parlent de la même chose, mais en regardant deux prismes différents, et tous les deux, dans leur propre prisme, ont raison. Donc, ce qui serait intéressant à faire dans chaque débat, c'est de regarder quel est le postulat de départ. Est-ce qu'on parle du même truc? Est-ce qu'on parle de la même échelle de temps? Parce que tu en as un qui va être sur le court terme et dire si je décroît sur les 10 prochaines années, ça va être la crise. Et là, tu te dis, mais oui, mais d'accord, mais ça va être la crise, mais si tu le fais pas, de toute façon, dans 40 ans, tout le monde est mort. Donc, ah oui, mais je peux pas, parce que enfin, il y a plein de choses qui nous contraignent, parce que je dois être élu, parce que le pouvoir fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a des accords internationaux, parce que si nous on décroît, de toute façon, on va se faire acheter. Enfin, donc, on est tous pris dans ce truc-là, et chacun dans nos cadres, et chacun regarde le monde avec ses propres lunettes. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé moi aussi à la conclusion que de toute façon, quel que soit le diagnostic que je pose sur le monde, quels que soient les niveaux d'alerte qu'on met sur ce qui nous est en train de nous arriver, notamment donc sur la problématique écologique, mais pas que, parce qu'il y a aussi la technologie, il y a aussi des nouvelles armes qui arrivent, enfin, il y a plein de choses, le retour du nucléaire, etc. On peut pas faire grand-chose en tant que société, en tant que groupe d'humains, si on n'arrive pas à débattre, si on n'arrive pas à discuter, à se mettre d'accord sur ce qui est en train de se passer, à poser un diagnostic partagé. Et aujourd'hui, on a un énorme problème sur le diagnostic. Parce que, en fait, personne ne le partage. Et je le vois à chaque fois, je donne des confs ou je travaille avec des entreprises, comme ça, il y a sur cette question-là de ce qui est en train de se passer et pourquoi c'est en train de se passer, on n'est pas d'accord. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux espérer discuter des solutions potentielles? Tu n'es pas d'accord sur le problème. Et c'est cette phrase que cite Einstein, qui était très connue, enfin attribuée à Einstein, qui est si j'avais un problème à résoudre, je perdrais une heure pour le résoudre, je passerais 55 minutes à travailler sur la question et 5 minutes sur la résolution du problème. Et donc ce que j'essaie de faire, c'est de poser les questions, de faire en sorte que les gens se les posent d'une manière ouverte, en écoutant, en se disant qu'ils n'ont peut-être pas tout compris. Et c'est une croyance. Je me dis, il y a quelque chose à faire là. Parce que si de toute façon on ne le fait pas, s'il n'y a pas d'écoute, rien ne se fait. Il y a aussi, pardon Lucie, il y a aussi, tu parlais du postulat, mais tu en as parlé très rapidement, mais c'est aussi mes intérêts en fait. Puisqu'on est en train de jouer à un jeu, on a envie de gagner, donc c'est quoi mon intérêt? Tu vois, tu parlais du rapport du GIEC. Il y a quand même pas si longtemps que ça, on a notre président qui nous a dit qui aurait pu prédire la sécheresse, etc. Bah, en fait, c'était déjà c'était déjà écrit en fait. Et le rapport, on sait que tu l'as lu. Oui. Alors peut-être qu'effectivement, nous, ça nous paraît complètement délirant d'entendre ça parce que nous, on l'a lu, on a lu les synthèses et on est très éveillés. Et très certainement qu'il y a une partie de la population qui, elle, ne l'est pas du tout et qui se dit, bah oui, effectivement, il a raison de dire ça. Qui aurait pu prédire? C'est une bonne illustration de quelqu'un qui joue avec cette règle comment on va dire, du déséquilibre de la désinformation, de l'information, du niveau d'information. C'est-à-dire très probablement Macron, quand il dit ça, le fait en se disant que 80% des gens à qui il va parler vont dire « Ah bah oui, c'est vrai, il a raison, qui aurait pu prévoir ». Alors que lui-même, j'imagine, quand même, en tant que quelqu'un d'informé, d'intelligent, etc., le sait. C'est très bien que ça fait 50 ans qu'on parle de ça. Et que le GIEC rabâche ça depuis 20 ans et qu'il y a des rapports qui viennent de sortir, etc. Et que les experts en prospective lui disaient que attention, il y a des risques de descente énergétique. Et puis il y a Shift Project qui a fait des trucs sur la crise du pétrole qui arrive en Europe pour 2030, etc., etc. Donc il y a des gens qui font le travail, l'information est là. Donc effectivement, c'est aussi quelque chose que moi j'ai été étudié, qui est au-delà de, comment dire,
il y a aussi le jeu politique, il y a aussi le jeu des puissances, il y a aussi les théories des jeux à prendre en compte pour comprendre à la fois ce qui nous arrive et à la fois ce qu'il est possible de faire. Et parfois, il y a une forme de naïveté je trouve, dans les milieux. Je vais prendre juste l'écologie, par exemple. Mais parfois, on va penser que si on changeait les gens à la tête de l'État, ça changerait, fondamentalement. Ou alors c'est la faute à l'Europe, ou alors c'est vraiment c'est Bolloré avec ses médias qui fait ça. Ah, mais si les journalistes faisaient mieux leur boulot, vraiment ça, on aurait un résultat totalement différent. Ou si le capitalisme n'existait pas, c'est le capitalisme qui fait ça, etc. Il y a toujours un coupable, et il y a toujours un diagnostic qui est posé sur un des éléments du système qui vraiment faudrait changer, un verrou qui pourrait faire sauter. Et souvent, le diagnostic me semble être juste. C'est-à-dire que c'est une des causes de la trajectoire actuelle. Sauf que le problème, c'est que on a beaucoup de mal à s'ancrer dans le réel. On a beaucoup de mal à se rendre compte que quand on tire d'un côté, ça tire de l'autre. Et que, par exemple, un président de la République est dans un cadre qui le limite de fait. Qu'il est engagé par des accords, il est engagé avec l'Europe, il est engagé avec des partis, il est engagé avec des gens à qui il doit des choses parfois, il est lui-même dans son propre système de pensée, et puis il est engagé dans le système économique mondial, dans le jeu ouvert de la mondialisation, etc. etc. Et que tout ça, c'est une somme de contraintes énormes qui fait que la marge de manœuvre est extrêmement faible, en fait. Il y a des choses je trouve qu'on a tendance à croire que la marge de manœuvre est plus grande que ce qu'elle est en réalité. Et aussi, on dit, si les médias, faudrait que les médias fassent mieux leur travail, les journalistes fassent mieux leur boulot. Très bien, mais en fait, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le jeu fonctionne comme ça? Ça fonctionne comme ça, si je te fais un raccourci un peu caricatural, mais parce que à un moment donné, il y a eu un déséquilibre qui s'est fait, qu'il y a eu des gens qui ont accumulé de plus en plus d'argent parce que le système fonctionne comme ça, qu'ils ont racheté des médias, et que maintenant, ils ont pris le contrôle d'un certain nombre de choses, et que quel est leur intérêt à lâcher ça? Quel est leur intérêt à lâcher ça? Donc une fois que tu as... Et dans leur jeu à eux, c'est logique. Tu as gagné au jeu, tu n'as pas envie de lâcher le truc. Tu as gagné au jeu du compte en banque, du pouvoir, tu le gardes. Et tu continues de jouer de la même manière. Donc c'est une réflexion à avoir. Mais comment on change ça? Faudrait faire la révolution, faudrait vraiment aller leur couper les têtes et puis faire un truc comme ça. Ok, mais en fait, sauf qu'on est dans un monde ouvert aujourd'hui. Donc tu fais ça à quelle échelle? Tu fais ça dans un pays, ok, tout le monde s'en va, tu as juste ruiné ton pays. Donc c'est non, mais ça donnera un exemple aux autres. Non, mais on n'est plus au 18e siècle, ça fonctionne pas comme ça. Tu vois, donc t'arrives à t'as plein de verrous. Moi, je vois des verrous partout, ce qui est très inquiétant, parce que c'est aussi déstabilisant quand on dit ça. Se dire, alors tu nous dis qu'il faut rien faire. Et c'est un peu la dernière partie du bouquin où je réfléchis sur notre marge de manœuvre et comment naviguer là-dedans. Mais effectivement, quand on veut penser à ce qui se passe et comment agir, je trouve ça intéressant de comprendre la réalité de ces mécaniques. Et oui, il y a des jeux de pouvoir. Et oui, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Et oui, il y a des problématiques quand tu es une nation de comment je maintiens la souveraineté de mes décisions, de mon économie, comment je maintiens ma puissance, parce que sinon, si je la perds, je me mets dans les mains d'autres gens, je deviens vassal et après on n'est pas content. Et c'est à ça sur tous les sujets. Tu vois, les retraites, sujet hyper compliqué. J'ai pas bien regardé le truc pour le coup, donc je vais pas m'étendre dessus, mais tu te dis, ouais, mais en même temps, t'as les autres qui sont passés, je te le dis bêtement, les questions que je me pose moi. Ouais, mais nos voisins, ils sont tous passés à la retraite à 67 ans, et puis nous, on est endettés sur les marchés financiers, donc ils vont au bout d'un moment nous demander de faire les mêmes efforts que nos voisins, et puis si on les fait pas, ils vont monter les taux, et puis comme on emprunte X centaines de milliards d'euros chaque année parce qu'en fait, on produit plus rien chez nous, à un moment donné, ça pose problème. Donc c'est pas juste travailler plus, travailler moins, le droit à la vie, etc. C'est comment on s'inscrit aussi dans les contraintes qu'on nous a imposées ou qu'on s'est imposées tout seul ces 20-30 dernières années, parce qu'il y a peut-être eu des choix qui ont été faits qui sont... Et quelqu'un qui doit prendre ses décisions, normalement, doit aussi regarder tout ça. C'est pas hors sol. C'est-à-dire qu'entre ce que j'aimerais pouvoir faire, ce qu'il faudrait faire et ce que je peux faire, souvent, il y a une grande différence.
Et donc comprendre que c'est peut-être pas si simple, que pourquoi tu nous mets ça, et donc du côté des puissants et des politiques comme ça, il y a effectivement un jeu de pouvoir parce que je veux rester en place, parce que je veux être réélu, et donc je vais jouer avec l'information, avec ce que vous savez pas et que moi je sais, pour vous faire aller dans une direction. Donc c'est pas, ils sont aussi responsables de ça évidemment. Et de toute façon, le problème, il est extrêmement complexe. Tu viens de très bien le décrire et tu le décris encore avec plus de détails dans ton livre. J'avais envie de te proposer les lunettes d'Olivier Frérot. Je ne sais pas si tu le connais. Nous, on l'a reçu plusieurs fois dans le podcast, qui nous propose avec ses lunettes, mais une analyse assez intéressante de la bascule civilisationnelle qu'on est en train de vivre et qui essaye, avec sa compréhension du monde, d'analyser qu'est-ce qui est en train d'émerger. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut voir parmi les personnes qui vont créer des entreprises un peu différentes, lancer des initiatives au service de ce que lui appelle la civilisation de la vie, qui nomme la nouvelle civilisation qui est en train d'émerger. Et quel que soit le moyen d'action ou la manière de s'engager, la manière de faire, dit ce qui émerge. Enfin, on a vraiment un socle de valeurs nouvelles, communes, où on retisse des liens humains plus authentiques, où la sérendipité retrouve sa place. Tu vois, et ma question, c'était, est-ce que même si on n'a pas tous une compréhension pointue de ce qui est en train de se passer, comme tu le dis, je suis assez d'accord, le diagnostic, il est loin d'être partagé par tous, et c'est compliqué de partager le même diagnostic. Est-ce que malgré tout, tu vois, tu observes autour de toi, tu vois, des initiatives qui commencent, enfin, en tout cas, qui émergent au service de quelque chose de plus vivant et au service de la vie, qui portent des valeurs communes. Tu vois, dans les acteurs qui s'engagent, qui se retrouvent peut-être pas forcément en entier dans le constat, dans le point de départ, mais en tout cas dans la manière de faire et dans ce qui est proposé, tu vois, qui se bâtit autour de valeurs émergentes plus communes. D'abord, t'as pas besoin de tout comprendre pour faire des choix et pour agir, évidemment. Enfin, moi, c'est mon mécanisme c'est ma stratégie de jeu, entre guillemets, voilà, parce que je suis curieux et que j'aime bien essayer de comprendre les choses, j'ai besoin de ça. Mais si ça se trouve, c'est totalement contre-productif. T'as des gens pour qui ça ne fonctionne pas du tout. T'as des gens que ça va immobiliser, que ça va... pour qui ça va être trop angoissant, voilà, et qui puisent... leur énergie dans l'action pure, dans l'engagement brut, dans le combat. Enfin voilà, tu vois, chacun a sa propre manière de faire. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder, d'observer que souvent dans les militants un peu hardcore, il y a des traits de caractère communs. Il y a des visions, il y a une manière d'être au monde qui est commune. De même que les gens qui finissent à prendre le pouvoir en politique sont un peu tous les mêmes. Il y a des traits communs. On aime voir le monde d'une certaine manière, on aime jouer le jeu d'une certaine manière. Donc, moi, c'est juste, à aucun moment je dis, faites comme moi, tant qu'on n'a pas le diagnostic, on pourra rien faire. C'est juste ma manière de faire, que je partage. Ça va peut-être intéresser quelques milliers de personnes, et puis c'est tout. C'est pas ça, de toute façon, qui va avoir un impact ni sur le monde, ni sur la société française, tu vois, en long, en large et en travers. Et c'est un peu donc oui, il y a évidemment plein de gens qui posent leurs propres constats, qui, en partant d'eux-mêmes, de leurs possibles, de leur système, de leurs angoisses, de leurs envies, font des choix, et parfois très courageux, de quitter un certain confort, de se mettre un petit peu à la marge de ce qui serait facile du système, et donc de tenter des choses, d'inventer des nouveaux mondes, de découvrir des nouvelles terres. Il y a cette phrase de Christophe Colomb, tu ne peux pas découvrir tu peux pas traverser l'océan tant que tu n'as pas perdu de vue le rivage. Donc c'est vraiment ce truc de lâcher prise. Et donc évidemment, un peu partout, et notamment dans un pays, je pense, comme la France, qui pour le coup a un écosystème très riche, parce que on est dans une culture où
où on se pose des questions. On aime bien se prendre la tête, tu vois, on aime bien débattre, on aime bien se prendre la tête plus que dans d'autres pays. Donc, il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui tentent des choses, il y a des gens qui se mettent à la marge, qui sur leur territoire, qui dans les entreprises, qui essaient de faire bouger les lignes. Et je vais pas te citer toutes les initiatives que je vois, mais et même je pense que vous les connaissez mieux que moi, mais il y en a partout. Il y a partout des réflexions sur comment faire différemment, comment pousser le modèle dans une direction qui n'est pas celle actuelle, etc. Et tant mieux, parce que ce dont je parle, donc en gros, je fais le constat que le système est quand même lourd à bouger. C'est pas un mur qu'on écroule, le système, c'est un gros chamallow. C'est un truc que tu pousses et tu pousses dans un coin et puis tu penses que ça y est, t'as fait tomber le mur. En fait, t'as juste fait ça bouge un petit peu comme ça. Je sais pas si j'ai bien fait le chamallow, mais et donc tu peux c'est très compliqué de changer les choses à grande échelle. Mais voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, une fois que tu as posé ton diagnostic, tu peux quand même faire le choix à plus petite échelle de faire des choses. Et la question d'échelle d'ailleurs est importante, puisque moi j'en suis arrivé à la conclusion que, en gros, le modèle civilisationnel, si tu veux, la trajectoire de la civilisation était quand même extrêmement verrouillée. Parce qu'on est sur une civilisation monde, qu'il n'y a pas de gouvernement mondial, que je ne sais même pas si c'est souhaitable, hein, mais qu'on est incapable de prendre nos cerveaux et nos systèmes et nos technologies ne permet pas de choisir une trajectoire commune pour la civilisation et donc de ralentir actuellement. C'est pas vrai à une autre échelle. Donc on est assez impuissant, par exemple, le sujet climat, me semble, ça veut pas dire qu'il faut rien faire, etc. Mais on n'a pas la main, c'est pas à nous en tant qu'individus qui avons la main. On peut créer des vagues, on peut créer des perturbations dans la culture, dans les comportements qui font qu'à un moment donné, les gens vont consommer moins d'énergie, moins émettre, etc. Mais c'est tout petit. Après, il y a ce que j'appelle des émergences. C'est-à-dire dans tout système complexe, quand tu le déstabilises, il y a des choses imprévisibles qui apparaissent, des événements imprévisibles qu'on appelle des émergences. Et donc, tu n'es pas à l'abri, on l'a vu, ça va être la chute du mur de Berlin que personne ne voit venir et tout d'un coup, tu as une conjonction de choses qui fait que le truc tombe. Mais là, on est sur un truc qui est encore d'un niveau de complexité bien supérieur à la chute de l'Empire soviétique. On est sur la civilisation dans son ensemble. Donc tu peux avoir une émergence, mais voilà, pour moi, ce sera plus un accident, une espèce de contrainte qui nous tomberait dessus, qui fait qu'il y a une bifurcation soudaine qui se fait, mais le truc est assez lancé. Mais quand il s'agit d'agir, moi, je vois pas ce constat comme quelque chose de bloquant, puisque in fine, tu peux aussi faire le constat qu'on n'a jamais, en tant qu'individu, changé le monde. On se raconte des histoires, hein, on re-raconte l'histoire en disant il s'est passé tel truc, et c'est telle personne qui vraiment a changé le monde. Il y a eu Gandhi, il y a eu Martin Luther King, voilà, Nelson Mandela, etc. Napoléon dans un autre style. Mais tu peux aussi te dire que ça, c'est une manière de raconter l'histoire et qu'en fait, c'est juste c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit et qu'en dessous, il y a plein d'autres forces qui font que ça bouge dans ce sens-là. Et donc, à partir du moment où tu te dis la marche du monde ne repose pas sur moi, tu reviens à toi-même et tu te dis mais comment j'ai envie de jouer ? Quelle est mon éthique ? Qui j'ai envie d'être ? Quelles peuvent être mes valeurs ? Où est-ce que j'ai envie ? Quelle est l'histoire que je veux me raconter sur mon lit de mort ou l'histoire que je veux raconter à mes enfants plus tard ? Avec qui j'ai envie de travailler, voilà. Et ça, je trouve ça assez puissant, en fait, parce que tu t'allèges et tu ramènes à quelque chose que tu contrôles. C'est les choix que tu fais au quotidien. Et peu importe, à la limite, si tu bouges le monde dans son ensemble, puisque tu le fais parce que c'est qui tu as envie d'être, et voilà. Et oublie le résultat. C'est exister sans l'ambition de devenir. C'est une phrase que j'avais en tête. Et là, tu te situes sur une échelle forcément plus petite, qui est celle de ce que tu peux faire au quotidien, et sur quoi tu peux peser. Et là, il y a des milliers de trucs à faire, et de fait, les gens s'engagent. C'est pour ça que ce qui se passe sur les territoires, c'est intéressant, parce que ce qui se passe au niveau d'une mairie, ce qui se passe au niveau d'un groupe d'amis, ce qui se passe au niveau d'une famille même, ou d'une communauté un peu plus large, là, on s'en fout de ce que vont dire les Chinois, les Américains, les Russes, etc. Tu vois, et peu importe, oui, peut-être qu'on va se prendre un plus 4 degrés à cet endroit-là. Bon, c'est pas
C'est pas dans ta main. Tu fais ce que tu peux à ton niveau pour aller à moins de 2 tonnes, pour prendre cet exemple-là. Mais par contre, la gestion de l'eau sur ton territoire, c'est sur l'écologie, la manière dont les gens se parlent, la manière dont la communauté fonctionne, la manière dont l'agriculture est faite, la manière de est-ce qu'on continue de construire ou pas. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont à plus petite échelle et qui sont plus accessibles pour un individu. Et en tout cas, moi, c'est plus une échelle maintenant qui commence à me parler. Même si concrètement je fais absolument rien en lien avec ça. Donc, je suis pas du tout mis en cohérence tout un tas de trucs. Mais c'est la réflexion que j'ouvre à la fin, hein, sans divulgacher tout le processus, parce que comme tu dis, ça met 200 pages pour y arriver. Mais voilà. Est-ce que tu as parlé très rapidement, là, tu as refait un lien avec tes enfants. Est-ce que le fait de devenir papa a changé ta vision ou à modifier ta vision du monde Pas vraiment. Pas vraiment. C'est... j'ai eu quelques nuits blanches, tu vois, en descendant dans ces sujets-là, en faisant le constat, et parfois, même d'une interview, là, je parlais avec Claire Nouvian l'autre jour, qui nous parlait des océans et de la surpêche, et là tu sors de l'épisode un peu remué parce que tu dis ah oui ok, moi celui-là je l'avais pas vu. c'est encore un autre sujet bien angoissant, parce que hyper court terme, parce que hyper systémique, et tu dis waouh ok, en fait ça se trouve il y aura plus de vie dans les océans dans 30 ou 40 ans. Salut, je vais coucher ma fille, et donc de temps en temps ça revient, mais je me suis détaché de 2 choses. Parfois, un argument qu'on entend, c'est je bouge parce que je veux que mes enfants continuent de me parler quand ils seront plus grands. Je veux pas qu'ils aient honte de moi, etc. Moi, personnellement, je m'en fous un peu. C'est pas un sujet pour moi. Je me dis, j'ai pas du tout la main là-dessus. Elles seront bien comme elles. Je peux tout faire correctement, faire les choix que je veux. Ça se trouve, elles se construiront un autre système et dans leur monde, ce que j'ai fait, ce sera complètement nul. Donc, je m'angoisse pas par rapport à ça. Elles me jugeront comme elles voudront, et j'ai assez peu la main là-dessus au final. Et puis c'est comme ça. Hein. Je leur laisse la liberté de construire leur propre vision du monde, en l'orientant évidemment un petit peu. Hein, Et puis après, pour tout ce qui est angoisse par rapport à ce qu'elles pourront vivre, qui, quand on se projette, n'est pas hyper réjouissant. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont me taxer de pessimiste, etc. Mais bon, voilà. Plus on creuse quand même, plus on se dit, oulala, c'est chaud. Là-dessus, ma manière de résoudre ça et de dormir tranquille, c'est là aussi de me dire que de toute façon, en fait, elles sont dans leur époque, et que chaque époque a ses propres événements, ses propres contraintes. Je sais pas, t'es né en 14 en France, en Allemagne. Enfin, t'es né en 14. Plutôt, tu vis en 14 avec un enfant, avec un garçon qui a 18 ans. Il part au front. Il a 8 chances sur 10 de jamais revenir. Il va vivre l'enfer. Mauvais endroit, mauvais moment, quoi. T'y peux rien. Et ou en Ukraine en ce moment, hein. Enfin, il y en a plein partout, plein d'endroits du monde, en fait. Il y a plein d'endroits du monde où t'es juste pas au bon endroit, au bon moment. Donc déjà, il faut se rappeler ça un peu, en tant que Français privilégié, qui n'a pas connu la guerre et qui ne souffre pas de la faim. Ça relativise un petit peu à chaque fois. Donc, je me dis, c'est mignon de m'angoisser pour mon avenir, mais bon, ça va. Ça va 2 secondes. Je m'autorise plus trop à le faire. Je dis, ok, je suis là, tout va bien, je me touche, voilà. Peut-être que demain ça se passera pas bien, on verra, en fait. Et puis elles vivront ce qu'elles vivront. Et puis il y a aussi des gens finalement qui, dans l'adversité, dans le doute, ont vécu des vies exceptionnelles qu'ils n'auraient jamais pu vivre s'ils étaient restés dans un autre environnement beaucoup plus sûr, etc. Donc maintenant je me détache beaucoup par rapport à ça. Je prends plus la responsabilité de m'angoisser pour ce que vivront mes enfants, mes filles quand elles seront grandes, quoi. Bon, Julien, si on veut découvrir Sismic, on commence par quel épisode ?
Est-ce qu'il y en a un là que tu as à nous recommander? Le 1? Et puis on les prend tous, juste du 1 à 105. Non, c'est hyper dur comme question. Il faut regarder, les sujets sont tellement variés. J'ai envie de dire, on balaye les sujets et puis on clique sur sur le sujet qui nous parle, quoi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis ça, par curiosité, qu'est-ce qui éveille notre curiosité? Et puis après, ce que j'essaie de construire, c'est quelque chose, un ensemble qui fait qu'à un moment donné, on entre parce que on écoute quelqu'un avec qui on est plutôt d'accord. Parce que c'est souvent comme ça qu'on fait, ou un sujet qui nous intéresse a priori, et puis on aime bien, et derrière on clique un peu par hasard, ou on tombe par hasard sur le suivant, qui ouvre un sujet qu'on n'avait pas du tout en tête, et qui vient un peu nous faire changer de regard. Donc c'est un peu le pari. Ouais, moi je vous conseille celui d'Albert Moukébert. Moi j'ai adoré, c'est très certainement celui que j'ai le plus partagé de tous ces épisodes. Sur le cerveau, la cognition, les biais cognitifs. Somno-rationnel. Il est vraiment chouette. Et Olivier Clerc. Et après, j'arrête parce que je pense que je pourrais tous les citer. Est-ce qu'il y a, Julien, un sujet dont on n'a pas parlé qui tient à cœur on a parlé de beaucoup de choses. Hein. Non, qui me tient à cœur. Non, on a vraiment balayé. J'ai quasiment décrit. J'ai peur d'avoir un peu spoilé le bouquin même. Mais bon, il est quand même plus riche que ce qu'on vient de se raconter. Il y a plus de détails et puis surtout c'est écrit, donc c'est un peu autre chose. Mais non. On a abordé plein de choses. Pardon, je t'ai coupé la parole. Il y a plein de super schémas aussi qui rendent la pensée claire. Donc et ça, à l'oral, c'est compliqué de visualiser les choses. Donc il faut quand même acheter le bouquin. Oui, et puis après en parler, et moi je suis ouvert, j'ai un groupe Discord sur lequel on est 1200, mais après même sur les réseaux je réponds beaucoup, par mail je réponds beaucoup, il y a plein de gens qui m'écrivent, il y a plein de gens qui me soutiennent aussi, évidemment c'est toujours pas intéressant de mentionner que c'est un truc indépendant, c'est un podcast indépendant, c'est un truc indépendant, donc c'est un peu notre gagne-pain, et je suis toujours touché de voir qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Et donc c'est plus de dire que tout ça c'est un ensemble, c'est une conversation, c'est des conversations qui se créent et qui sont nourries, et voilà, et c'est avec des conversations que les choses bougent dans un sens ou dans l'autre, mais moi c'est ce mouvement du monde que je trouve fascinant. C'est pas j'essaie pas de pousser dans un sens ou dans l'autre en fait. Je trouve ça intéressant d'avoir une forme de détachement et de ne pas oublier qu'on joue, et que c'est un jeu sérieux certes par moment, mais il y a tellement de choses qu'on comprend pas, on se comprend pas soi-même, enfin on ignore, je sais même pas si on est libre de nos décisions. J'évoquais un peu ces sujets-là aussi, le libre arbitre dans le livre, et à partir du moment où on se dit que on comprend pas vraiment pourquoi on pense ce qu'on pense, en plus, quand on fait un choix, on sait pas vraiment où ça nous mène. On se détend un peu, quoi. Donc, voilà. C'est un petit nugget pour la fin, comme on dit, une petite bille. Ouais. Et merci pour tout ça, puisque c'est c'est le sentiment, tu vois, de cette heure et demie passée ensemble. Où tu nous fais voyager, mais tu nous fais réfléchir. En tout cas, tu poses plein de questions, tu ouvres pas mal de sujets. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est entre la réflexion, bien sûr, sociale, sociétale, environnementale, la philo, parce que voilà, avec beaucoup d'humilité, sans prétendre voilà avoir raison, ou ce que tu proposes, c'est plutôt de se questionner, de douter, d'essayer d'élargir un peu son champ de vision, comme on le peut en s'informant énormément. Et puis encore une fois, je recommande cette lecture-là parce que tu rassembles énormément de sujets qui nous permettent de comprendre humblement un tout petit peu plus dans quoi on joue. Et pour tout ça, vraiment... merci pour le podcast aussi, et tous les épisodes enregistrés avec Sismic. Merci également, puisque ça nourrit beaucoup la pensée. Donc voilà, moi ce que je voulais, par quoi j'avais envie de terminer. Ouais, mais écoute, merci aussi Julien. Moi j'ai passé un chouette moment, et
très très heureux d'avoir passé ce temps-là avec toi, à pousser la réflexion un peu plus loin et à changer de point de vue. En tout cas, à se dire, tiens, j'ai peut-être d'autres paires de lunettes dans mon sac, donc je vais aussi essayer de les mettre, celles-ci. Donc, c'était super. Merci à tous les deux. Julien. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!